Il y a du progrès technique, évidemment qu'il y a du progrès technique. Mais le progrès technique, il n'est pas nouveau, il ne tombe pas du ciel. Et ce qu'on voit, c'est que ce progrès technique, il n'est pas suffisant pour compenser notre soif de croissance économique. Et cette croissance économique, en fait, elle augmente tellement rapidement qu'elle réussit à anéantir, du moins plus que compenser, l'effet du progrès technique. Il existe une limite naturelle à la croissance. Cela peut paraître évident dit comme ça, mais cela ne fait pas l'unanimité chez tous les économistes. Certains intellectuels défendent l'idée d'une croissance heureuse qui consisterait à simplement remplacer une ressource épuisée par une autre pour faire tourner notre machine économique à plein régime. À l'ère de l'Anthropocène, la remise en question de la finitude des ressources devient impossible, et le solutionnisme technologique se tourne désormais vers la croissance verte. Autrement dit, trouver des moyens de produire une énergie décarbonée pour poursuivre notre course à la croissance. Mais cette croissance verte n'est-elle pas gravée sur un disque qui tourne en boucle depuis les premières révolutions industrielles ? Bonjour Florian Fizen. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université Savoie-Mont-Blanc et spécialiste des métaux, et donc présent aujourd'hui pour nous parler de ce sujet un peu épineux de la limite naturelle de la croissance. Et à ce propos, elle date pas d'hier. Non, effectivement, en fait, les problématiques de compatibilité entre la croissance économique et la limite des ressources naturelles, elles sont discutées en fait depuis l'émergence de la discipline. Et déjà, ces premiers économistes s'interrogent sur la poursuite sans fin de cette croissance. Donc certains pensent que c'est pas possible, qu'on a des problèmes de rendement décroissant, donc c'est le cas notamment de Malthus ou de David Ricardo. Mais déjà à l'époque, vous avez d'autres économistes, en particulier donc Adam Smith, mais aussi Karl Marx, qui pensent au contraire que le progrès technique va nous permettre de repousser ces contraintes, que ce soit des contraintes de disponibilité des ressources, que ce soit des problèmes de quantité ou des problèmes de coût d'accès. On surestime un peu le progrès technique et à nous trouver des alternatives. En fait, c'est un peu le... Alors, tout le débat est là. Est-ce qu'on le surestime ou est-ce qu'au contraire, le progrès technique, il sera capable justement de nous permettre de repousser finalement ces limites continuellement ? Ce débat, donc, il est très ancien, depuis au moins le 19e siècle, et puis il persiste, puisque avec le tournant notamment au niveau de la crise environnementale qui a eu lieu dans les années 60-70, et notamment le fameux rapport Meadows, qui a fait énormément couler d'encre, en fait, à nouveau, ça a engagé un espèce de sursaut. Certains économistes se sont sentis quelque part critiqués dans leur modèle, et donc il y a eu une réponse qui a été organisée par une revue scientifique, une revue du top 5 en économie, où en fait un certain nombre de prix Nobel d'économie, qu'on appelle le quatuor DHSSS, c'est le nom des différents auteurs, ils proposent des solutions en disant finalement on peut continuer à croître ad vitam aeternam, quand bien même on aurait une quantité finie de ressources, et des ressources qui sont dites, ils étudient le cas d'une ressource essentielle, c'est-à-dire une ressource dont on ne pourrait pas se passer, c'est-à-dire que si la consommation tombait à zéro, on ne pourrait plus arrêter de produire. Et même dans ces configuration-là, ils trouvent des pirouettes pour montrer que on peut malgré tout continuer de croître ad vitam aeternam. Et je voulais donc vous proposer en fait un premier graphique à analyser, parce que c'est vrai que la science aussi des métaux rares, c'est un peu des sciences des chiffres qui sont un peu complexes à appréhender. C'est une autre théorie, c'est la théorie du peak oil. C'est une théorie qui est proposée par un géologue qui s'appelle Hubert, et qui dans les années 70, il alerte, en fait, il montre que en fait, dans le cas d'une ressource épuisable, au fur et à mesure qu'on l'épuise, on va nécessairement passer par un pic de production. En fait, la production va progresser petit à petit. Et puis arrivé à un certain moment, pas forcément au milieu, mais arrivé à un certain moment, la production va stagner et puis elle va diminuer progressivement. Ce qui a été démontré, notamment par l'Agence internationale de l'énergie, c'est que le pic du pétrole conventionnel est déjà survenu au milieu des années 2000. Okay. Mais ce qu'ont montré d'autres auteurs, toujours un peu ces tenants de l'économie néoclassique, c'est que finalement c'est pas tant un problème de quantité, puisque la technologie, certes, on est en train d'épuiser le pétrole conventionnel, mais on va se diriger vers des formes de pétrole davantage dégradées en termes de qualité. On va sur des gisements offshore, on va sur des sables bitumineux, etc. Donc qui vont nous permettre d'accéder à des nouvelles quantités. Mais le progrès technique, en diminuant le coût d'extraction, va nous permettre d'aller récupérer ça sans trop faire augmenter le prix, voire même dans certaines situations, en faisant descendre le coût d'extraction. On n'a aujourd'hui pas de relation évidente entre le prix du pétrole et puis les quantités extraites. Okay. Après, vous avez des économistes écologiques qui disent qu'on n'a pas encore tapé sur les véritables contraintes et que le progrès technique aura une limite. Ce qui fait qu'on va
retrouver une courbe de U, pour le coup pas inversée, une vraie courbe de U en termes de coût d'extraction. Et ça vaut pas que pour le pétrole. Enfin, il y a des analyses qui sont un peu similaires donc sur ce graphique-là. On a aussi pour le charbon, le gaz. Alors absolument, alors c'est sur un autre versant, c'est des travaux qu'on a menés de pair avec Victor Cour. Et on a cherché en fait à déterminer l'évolution de la qualité des différentes énergies, la qualité qu'on extrait. Et pour ça, on a eu recours en fait à un indicateur qui a été créé dans les années 80, qui est l'indicateur du ROI. Donc c'est quoi en fait? C'est simplement un ratio entre en fait l'énergie qu'on arrive à sortir du système énergétique et on le rapporte à ce qu'on a dû investir, non pas en termes de monnaie, mais en termes d'énergie pour pouvoir obtenir cette quantité d'énergie extraite. Si on est en dessous de 1, ça veut dire qu'on introduit davantage d'énergie dans le système qu'on en extrait. Donc évidemment, comme l'objectif du système énergétique, c'est quand même de sortir de l'énergie pour les autres secteurs économiques, on ne veut surtout pas que ce ROI il descende en dessous de 1. Ce ROI, il suit une forme de courbe en U inversée également. C'est-à-dire qu'au départ, on l'a fait depuis l'émergence des différentes énergies fossiles, pour le charbon, le gaz et le pétrole. On va aller naturellement chercher des gisements qui sont directement extractibles. On pense au gisement de Drake, de pétrole qui a été foré dans les années 1860. Il effleurait à la surface, donc on n'a pas eu à mettre beaucoup d'énergie pour faire sortir le pétrole. Et puis en parallèle, sur cette première période, on a un effet de progrès technique qui permet en plus de diminuer les coûts d'extraction par les rendements d'échelle, les effets d'apprentissage, etc. Ce ROI, il monte dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins d'efforts à fournir pour obtenir la même quantité d'énergie standard, que ce soit du pétrole, du gaz ou du charbon. Et puis, passé un certain moment, on a cet effet d'épuisement qui revient et qui va commencer à taper sur le ROI, ce qui va faire que le ROI augmente de moins en moins vite, puis finalement atteint un pic et se met à descendre. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que pour le gaz et le pétrole, ce pic de qualité est déjà derrière nous. Deuxième aussi qu'on voulait aborder, c'est plus sur l'approche énergétique, sur les technologies en fait qu'on peut utiliser, donc type ENR. Alors absolument, c'est dans d'autres travaux que j'ai menés avec Victor Cour. Avec Victor Cour, je vous laisse regarder justement un entretien, je vais vous mettre en description. Toute la question, et c'est une question qui a été menée en parallèle, c'est que ces énergies renouvelables, elles nous apparaissent renouvelables du point de vue de l'énergie, puisque c'est des flux d'énergie renouvelable auxquels on peut accéder année après année, ce qui est bien mieux qu'un stock d'énergie épuisable comme les énergies fossiles. Mais elles reposent toujours sur un substrat épuisable que sont les métaux. Parce qu'en fait, pour construire ces systèmes, pour les entretenir, pour les démanteler, il faut des métaux. On a souvent eu tendance à l'oublier. Et effectivement, et on l'a un peu redécouvert à la fin des années 2000. Et en fait, le truc, c'est que ces énergies renouvelables, elles sont très intensives en métaux, beaucoup plus que les énergies fossiles, notamment pour produire de l'électricité. Et donc toute la question qu'on s'est posée, c'est de dire, ces métaux, ils s'épuisent également, c'est le même facteur d'épuisement qui a lieu, on a des gisements qui sont de moins en moins concentrés, qui vont demander de plus en plus d'énergie pour aller chercher la même quantité de métaux. Et comme ces métaux-là, on en a besoin pour construire nos systèmes énergétiques, il faut de l'énergie pour le système d'énergie renouvelable sous forme de métaux. Et donc, dans ce graphique-là, en fait, ce qu'on a regardé, c'est comment l'épuisement des métaux conduit à diminuer le fameux taux de rendement énergétique, cette fois-ci des énergies renouvelables. Et ce qu'on peut voir, c'est que tant qu'on n'aura pas traité le problème de l'épuisement des métaux, basculer vers un système d'énergie renouvelable, ce n'est pas une fin en soi, parce que graduellement, elles vont produire une quantité d'énergie nette qui est de plus en plus faible. Parce qu'en fait, elles absorbent de plus en plus d'énergie incorporée dans le système sous forme de métaux. Donc c'est un peu le mythe de la croissance verte qui commence un peu à faire couler de l'encre en ce moment et la plupart invoquent un peu la responsabilité ou la nécessité d'une sobriété. En tout cas d'apprendre un peu à savoir moins consommer déjà de base. Quand on parle de croissance verte, moi je ne vais pas jeter le bébé avec l'eau du bain, je ne vais pas tout jeter aux orties. Il y a du progrès technique, évidemment qu'il y a du progrès technique. Mais le progrès technique, il n'est pas nouveau, il ne tombe pas du ciel. Et ce qu'on voit, c'est que ce progrès technique, il n'est pas suffisant pour compenser notre soif de croissance économique. Et cette croissance économique, en fait, elle augmente tellement rapidement qu'elle réussit à anéantir, du moins plus que compenser, l'effet du progrès technique. Plutôt que d'invoquer des solutions liées à l'offre, on va diversifier les sources d'approvisionnement, il faut stocker davantage de métaux, il faut aller extraire sur notre sol national, ce que j'entends souvent, ou aller chercher carrément les ressources dans l'espace, CF Elon Musk, etc. À mon avis, c'est pas le bon plan. Le bon plan, c'est d'aller déjà réduire les besoins directement à la source, et notamment au niveau de la demande. C'est faire des produits qui vont être moins gourmands en métaux. On a évidemment aussi la sobriété, et puis enfin, dernier essai, on a le recyclage. Et donc, plutôt que de faire un pari
qui me semble un peu audacieux, puisqu'on n'a aucune preuve que ça puisse tenir sur le long terme. Ouais, il faudrait peut-être effectivement se poser des questions de sobriété, peut-être consommer moins, et puis s'interroger aussi sur une nouvelle option, un nouvel business model qui est celui de l'économie circulaire. Là, il y avait un autre graphique, c'est en fait avec la prolifération justement des objets connectés, ou en tout cas la dématérialisation toujours plus forte de nos activités, on a vraiment de plus en plus de petits métaux partiels qui sont difficiles à recycler en fait, parce que c'est très résiduel. Ce graphique, il est sur les systèmes énergétiques, sur l'évolution finalement de la complexité et de la variété des métaux qui sont dans les systèmes énergétiques. Alors, des transitions énergétiques, il y en a déjà eu aujourd'hui, mais c'est pas vraiment une transition énergétique. La sémantique, elle est trompeuse et le vocabulaire est moins choisi. C'est simplement un empilement d'énergie. Ouais. Et en fait, les énergies renouvelables, on les a déjà utilisées par le passé, mais sauf que pour alimenter la croissance économique et l'accroissement du système industriel, c'était pas suffisant. Donc comment on a fait ? On a fait appel à des énergies de stock, qui sont les énergies fossiles, dans lesquelles on pouvait taper à une vitesse beaucoup plus rapide que les flux d'énergie renouvelable. Mais ce qu'on voit aussi sur ce graphique, c'est que ces énergies renouvelables d'hier, elles ne ressemblent plus du tout aux énergies, au système énergétique d'aujourd'hui. L'éolienne, même terrestre, je ne parle même pas des systèmes offshore, n'a plus rien à voir avec le moulin à vent du XVIIe siècle ou du XVIe siècle. En fait, on a recours à une myriade de métaux. Donc on a 20, 30, 40 éléments différents, souvent dans des concentrations très très faibles pour certains d'entre eux. C'est ce qu'on voit sur les systèmes d'énergie renouvelable, ça vaut aussi pour les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et des communications. Et d'ailleurs, les premiers rapports qui ont été publiés sur la complexité des systèmes, c'est sur l'informatique. Parce que l'informatique, typiquement, quand on regarde l'informatique des années 80 versus l'informatique d'aujourd'hui, pareil, on a une multiplication du nombre d'éléments. Vous disiez, pour que le recycleur il ait un business model qui soit assez rentable, pour qu'il puisse avoir une activité qui croît et qui soit... il faut peut-être aller plutôt en amont, justement, de la chaîne, et que les offreurs soient un peu contraints d'avoir des standards, justement, d'éco-conception, déjà, des appareils informatiques. Oui, absolument. Alors, peut-être revenir rapidement sur la définition de métaux mineurs. Grosso modo, on a 3 grandes catégories de métaux en termes de comportement économique. Catégorie de métaux de base, métaux majeurs, zinc, aluminium, cuivre, acier, donc des métaux produits en très très grande quantité, très bien recyclés, parce qu'il y a des gros volumes, etc. Les métaux précieux, or, argent, platinoïdes, très fortement recyclés, mais pour des questions d'incitation économique, parce que la valeur unitaire est extrêmement élevée, autour de $50 000 par kilo pour l'or, puis une grande quantité de platinoïdes. Et puis, troisième catégorie, ces fameux métaux mineurs, le tellure, le gallium, l'indium qu'on trouve dans les écrans plats, les terres rares qu'on évoque souvent, qui sont eux-mêmes une autre ensemble, sous-ensemble de métaux. Et ces métaux-là, en fait, ils ont plein de caractéristiques contraignantes, notamment pour la transition numérique et énergétique. Déjà, en fait, ils sont sous-produits en tant que d'autres métaux, c'est-à-dire qu'en gros, vous n'avez pas de mine d'indium, vous avez des mines de zinc. Et le producteur de zinc, s'il le souhaite, il va extraire un petit peu d'indium dans les flux de zinc. Donc ça, c'est contraignant, parce que si demain le prix de l'indium il s'envole, le producteur de zinc, lui, il a les yeux sur le prix du zinc, pas sur le prix de l'indium. Donc il ne va pas réagir. Et puis, ce qui nous intéresse aujourd'hui, pas de recyclage. Et pourquoi pas de recyclage ? C'est lié à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, ces problèmes de complexité. Ces métaux mineurs, ils sont présents souvent en très faible quantité dans les produits. Parfois en alliage avec d'autres métaux. Et en fait, ça va complètement torpiller le business model du recycleur, parce que quelque part, vous avez une opposition, une divergence entre, d'une part, le business model du producteur de produits, de services, qui cherche des produits qui sont économes en matériaux, parce que ça coûte cher. Et donc, il va suivre finalement cet objectif, et c'est pas convergent avec l'objectif du recycleur, qui veut des produits qui soient simples, avec des concentrations élevées, facilement démantelables, et puis aussi, comme vous l'avez évoqué, une diminution peut-être de la variété, à la fois des produits et des composants. Parce que ça, il ne faut pas l'oublier, c'est que le recycleur, il va adapter sa chaîne de démantelage à un produit particulier. Et donc, si vous avez une myriade de produits différents, en fait, il va laisser tomber, parce que ça ne va pas être rentable économiquement pour amortir notamment les coûts fixes de la chaîne de démontage. Donc oui, il y a une part aussi de volonté politique. Et d'ailleurs, je vous invite, vous verrez cette semaine, donc un entretien que j'ai fait avec un autre chercheur espagnol qui s'appelle Marco Bianchi, et qui lui a travaillé au niveau de l'Europe, justement pour faciliter la coopération entre différents territoires ou régions, pour qu'on puisse trouver des modèles d'économie circulaire un peu plus vertueux.